Alors, je suis Claire Toury, je suis déléguée générale d'AnimaFac. AnimaFac, c'est un réseau d'associations étudiantes qui agit un peu partout en France pour accompagner les associations étudiantes dans la réalisation de leurs projets. Et avant d'être déléguée générale d'AnimaFac, j'ai fait un doctorat en sociologie sur les questions d'engagement étudiant et d'engagement des jeunes. Et donc, voilà, je suis un peu là pour vous en parler. Et première question toute simple, pourquoi cet intérêt pour l'engagement des jeunes? Alors, j'ai un peu comme beaucoup de gens, j'ai cru à un moment que les jeunes étaient moins engagés que leurs prédécesseurs. Et je suis un peu tombée dans ce stéréotype facile, comme beaucoup de gens le font. Et puis, je me suis rendu compte, de par mes engagements à moi, que c'était beaucoup plus complexe que ça, et qu'en réalité, il y avait plein d'engagements partout, plein de jeunes qui s'engageaient partout, de différentes manières, mais que ces engagements-là, ils prenaient des formes très différentes des formes d'engagement qu'on avait l'habitude de connaître. Et donc, du coup, plutôt que de se dire, les jeunes ne s'engagent pas, moi, je me suis dit, les jeunes s'engagent autrement, différemment, et donc du coup, j'ai envie de comprendre quelles sont ces différences et est-ce qu'on s'engage vraiment autrement, d'une part, pourquoi on s'engage autrement, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça produit sur leur vie, sur leur parcours, quel rapport à la société ils entretiennent, comment ils se construisent politiquement, etc., etc. Et pour vraiment essayer de comprendre le sujet en profondeur, en fait, c'est quoi être, sociologiquement parlant, c'est quoi être jeune et c'est quoi être engagé? Alors, c'est très bien de cette question parce qu'en fait, c'est vrai que ça veut un peu rien dire. Être jeune, c'est un débat, hein. En gros, être jeune, c'est ne pas être adulte. On peut dire ça. En fait, en gros, on peut le construire en opposition au fait de ne pas être adulte. Il y a l'âge, évidemment. Ça peut être 15-25 ans, 15-30 ans, 15-35 ans. Certains vont même jusqu'à 40 ans maintenant, donc c'est extrêmement complexe. On a l'habitude de parler de toutes sortes de catégories sociales différentes, mais on pense rarement la jeunesse comme une catégorie sociale en particulier, spécifique, qui est mouvante, parce que par définition, on n'est pas jeune toute sa vie. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est une catégorie sociale mouvante par laquelle tout le monde passe. Mmh. Donc du coup, on va se permettre de dire des choses sur les jeunes qu'on ne se permettrait jamais de dire sur d'autres personnes ou sur d'autres catégories sociales, parce que comme moi j'ai été jeune un jour, ou je suis encore jeune, bon je ne sais pas, mais j'ai été plus jeune que ça un jour, et ben du coup je vais me permettre de dire que bah, franchement les jeunes sont comme ci, les jeunes sont comme ça. Et comme je ne le suis plus, eh ben, je vais réussir à me construire en opposition à cette catégorie sociale. Et donc, du coup, on peut penser que la jeunesse est ce qui n'est pas l'âge adulte. Enfin, c'est un peu Mmh. simple ce que je vous dis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des façons d'être jeune qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Ça, c'est Mmh. intéressant. C'est Cécile Van de Velde, qui est une sociologue brillante, qui a fait sa thèse sur le devenir adulte et qui a comparé 4 pays d'Europe, donc le modèle espagnol, le modèle danois, le modèle britannique et le modèle français. Et en fait, les manières de vivre sa jeunesse et donc de vivre son passage à l'âge adulte sont extrêmement différentes dans ces 4 pays. Et donc, Mmh. elle a fait une typologie de la jeunesse. Et ça nous fait dire que c'est avant tout une catégorie sociale plutôt qu'une catégorie d'âge. Enfin, Mmh. plutôt qu'exclusivement une catégorie d'âge et une condition biologique. Ça, c'est pour la partie jeune. Et pour la partie engagement, alors ça, c'est un peu compliqué parce que je me rappelle plus très bien la définition que j'avais trouvée au moment de ma thèse, mais il me semble que ce que j'avais retenu, ce que je trouvais intéressant, c'est que l'engagement s'est exprimé par des mots ou par des actes, soit une forme d'indignation, une forme de mécontentement, ou bien une envie de porter un projet, de défendre une cause. Donc ça peut prendre plein de formes différentes. Et il me semble que vous divisez l'engagement des jeunes en France en 3 aires distinctes. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors oui, c'est pas que moi, hein. Mais en gros, c'est surtout Jacques Hion qui a montré ça, qu'il appelle le passage d'un engagement timbre à un engagement post-it. Et c'est pas que pour les jeunes d'ailleurs, mais bon, Mmh. moi je prétends pas parler des autres, disons, restons sur les jeunes. L'engagement timbre, c'est la figure du militant communiste post-seconde guerre mondiale, en gros. Donc c'est le fait d'adhérer à un parti politique. Le timbre, c'est ce qui symbole l'adhésion. On adhère à un parti politique, on adhère de manière intense pour défendre une cause, une grande idéologie, et ça va prendre un peu tous les espaces de sa vie. Parce que la figure du militant communiste, c'est un mode de vie, ça se traduit par un engagement qui va bien au-delà des soirées et des week-ends, c'est constitutif d'une identité. Le passage, disons, tournant de l'individu, le chute du mur de Berlin symboliquement, là, ça marque la fin des grandes idéologies. Et donc, du coup, on va basculer dans un engagement qu'on appelle post-it. C'est qu'on s'engage toujours pour une cause, on s'engage toujours de façon intense, encore que l'intensité, elle prend des formes différentes, mais on s'engage de façon réversible. Il n'est plus question de sacrifier sa vie pour une grande cause, parce Mmh. qu'on sait qu'en fait, c'est un peu illusoire de le faire.
Et c'est un peu ça la chute des grandes idéologies, c'est la chute de l'Empire soviétique, c'est se rendre compte que finalement ce modèle il n'était pas si vertueux que ça, et que ces grandes idéologies, elles avaient plein d'effets complexes et de conséquences complexes qui n'étaient pas forcément aussi évidentes que ce qu'on pouvait le penser après la Seconde Guerre mondiale. On veut continuer à s'épanouir lorsqu'on s'engage, et donc du coup, on s'engage de manière peut-être plus circonscrite, peut-être moins longtemps, peut-être dans des espaces différents. La question de l'espace d'engagement est moins importante. On peut s'engager dans telle association, puis dans telle autre. Enfin voilà, ça peut prendre des formes un peu différentes. Mais surtout, là, ce qui est important, c'est la réversibilité. C'est je dis, je m'engage, mais je peux reprendre mon engagement. Moi, là, c'est un peu l'analyse que je fais de ces derniers mois, des dernières années, mais c'est plus une intuition qu'un travail de recherche, parce que c'est arrivé après mon doctorat. Mais j'ai le sentiment, notamment chez les plus jeunes, que la question de la grande cause revient. Et que du coup, dans les années 90, on s'engageait, mais on ne s'engageait pas pour changer le monde. Ou alors on s'engageait pour changer le monde, mais un peu à la façon des colibris. Donc chacun faisait sa part, et puis petit à petit, on superpose les parts de chacun, et potentiellement ça transforme le monde. Mais on était moins dans une urgence. Là, ce que j'observe aujourd'hui, ce que j'ai l'impression d'observer, c'est que c'est un peu un mix des deux. C'est qu'en gros, on veut s'épanouir, donc ça c'est vraiment le deuxième modèle, mais pour changer les choses rapidement, pour des grandes causes, le climat, l'égalité femmes-hommes, la condition d'accueil des réfugiés. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont, les violences policières, il y a plein de choses qui vont apparaître dans l'espace public. Donc c'est vraiment des grandes causes qu'on veut changer tout de suite, on n'a plus le temps d'attendre pour s'épanouir. Et pour que ça fonctionne, on a besoin de revenir à un collectif très important. Et il ne s'agit plus d'agir chacun dans son coin, il s'agit d'agir tous ensemble pour faire masse, mais pas pour une grande cause pour un monde qui pourra changer dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. On veut faire masse maintenant pour changer les choses, pour s'épanouir. Donc voilà, donc en fait, ça s'hybride un peu plus. Et en fait, c'est super intéressant ce que vous dites, c'est parce qu'en fait, il y a une culture un peu de l'instantanéité et de l'urgence que ça a impulsé des nouvelles formes d'engagement, d'expression? Alors oui, je pense que la question du traitement médiatique, les réseaux sociaux numériques fait que les informations circulent plus rapidement et que c'est vite viral et que l'indignation, elle peut aller beaucoup plus vite que ce que ça ne pouvait aller avant. Ça, c'est sûr, mais je pense que ça se traduit aussi dans le rapport aux institutions. Pendant longtemps, on a pensé, notamment chez les jeunes, qu'il y avait une défiance vis-à-vis des institutions, ce qui est en partie vrai. On a eu le sentiment que les institutions n'étaient pas toujours au rendez-vous de ce qu'on attendait d'elles. Les jeunes ne s'engagent pas contre les institutions, mais s'engagent en se disant de toute façon, si on vous attend, il y en a pour 20 ans, et nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre 20 ans pour que les choses changent. Et donc, du coup, c'est très bien, là, vos grands discours sur le climat et ce que vous proposez de changer, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Voilà, il ne s'agit pas de dire qu'on est contre vous. Mais si on attend que vous proposiez des choses, combien de temps ça va prendre? Donc, nous, on agit à côté de vous. Pas forcément contre vous, mais à côté de vous pour que ça aille beaucoup plus vite. Et pour revenir à cette figure du jeune engagé, est-ce que le profil du jeune engagé des années 60-70, c'est le même profil que le jeune engagé d'aujourd'hui? Sociologiquement, vous voulez dire en l'âge c'est un peu difficile à dire parce que je vais pas forcément je vais faire un peu des raccourcis, disons. Je pense pas que ce soit tout à fait le même profil, parce que déjà, on a beaucoup plus de jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Souvent, c'était des jeunes qui étaient issus de milieux très engagés, déjà, qui avaient une forme de socialisation politique antérieure. Là, c'est peut-être un peu plus diffus. Mais du coup, les formes d'engagement vont être un peu différentes aussi selon les catégories sociales. Enfin, les catégories sociales, c'est pas aussi simple que ça, mais selon qu'on est étudiant ou qu'on ne l'est pas, qu'on vit en ville ou qu'on vit à la campagne, que nos parents ont été engagés ou que nos parents ne l'ont pas été, que nous-mêmes, on a été engagés avant d'être étudiants ou pas, etc. Donc ça, la masse fait que c'est plus complexe, c'est que c'est pas un profil unique. Donc on peut se dire que quand même toutes les classes sociales sont représentées dans les formes d'engagement de la jeunesse aujourd'hui, ou c'est encore un privilège d'être engagé? Alors, c'est toujours marqué socialement, l'engagement. L'engagement n'est pas exempt d'inégalité, ça c'est certain. En revanche, l'inégalité sociale n'est pas la seule inégalité. Par exemple, si je prends le cas des étudiants, les étudiants sont en majorité des étudiantes, mais chez les engagés, et notamment chez ceux et celles qui prennent des responsabilités associatives, syndicales, politiques, là, c'est l'inverse qui se produit. Et donc, c'est souvent des hommes qui vont accéder à ces responsabilités-là plutôt que des femmes.
Donc il y a ce critère-là qui entre en compte. Il y a le niveau d'études qui entre en compte. Si on regarde les étudiants qui sont en première ou en deuxième année vont aller plus vers un type d'engagement que ceux qui sont en troisième, en quatrième, en cinquième année d'études. Il y a la géographie aussi. Enfin, il y a d'autres critères qui entrent en compte. Voilà. Après, c'est sûr que c'est pas exempt d'inégalité et qu'on voit très clairement que les étudiants qui sont issus de classes sociales plutôt favorisées sont davantage représentés dans les espaces d'engagement que ceux issus de catégories populaires. Mmh. Et justement, tout à l'heure, vous parliez, dans l'introduction des nouvelles formes, d'engagement, parce qu'on a dans les recherches classiques, enfin, justement, on a un rapport très classique de l'engagement, une définition très classique de l'engagement et justement, là, on voit que les jeunes, s'approprient énormément les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. Ouais. Comment ça s'explique, en fait, que les médias sociaux sont devenus vraiment c'est devenu un potentiel presque civique? C'est parce que les réseaux sociaux, on les utilise tout le temps. Je suis pas non plus catégorique, mais pour moi, c'est un nouvel outil. Enfin, c'est pas si nouveau que ça d'ailleurs, mais bon, par rapport aux années 70, c'est certain que c'est un nouvel outil. C'est un outil qui est rapide, c'est viral, c'est facile, on est tous très connectés. On a bien vu pendant la période de confinement que si on n'avait pas eu ça, on aurait été quand même sans doute dans un autre état à la fin. Donc voilà, donc il y a ça. Après, disons que ça rend davantage visible ce que chacun peut faire. Et donc, du coup, le fait que ça soit visible, ça donne un sentiment de légitimité aux autres aussi, se dire ah ben oui, machin s'engage, pourquoi pas moi? Il y a déjà ça. Et ensuite, il y a ben oui, telle cause, finalement, ça m'indigne. Donc pourquoi? Et c'est pas si compliqué de signer une pétition en ligne, ou de repartager, ou de retweeter. Ça, c'est pas très compliqué finalement, je peux le faire. Et ça va devenir un premier pas, etc. Après, moi, là où je suis un peu. Je pense que le tout numérique, là, parce qu'on a eu l'impression d'avoir un tout numérique pendant quelques années, je pense qu'en fait, on est en train de rebasculer vers un retour à la rencontre, au présentiel. Et en fait, on l'a bien vu au moment de Nuit debout, par exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais donc Nuit debout, en fait, on a occupé la place de la République à Paris pendant des mois. Mmh. Ça, c'était quand même très physique comme rencontre. Mais dans le même temps, c'est quand même l'époque de On vaut mieux que ça, avec des youtubeurs qui ont quand même réussi à lancer un mouvement social depuis leur chambre, enfin depuis leur studio, parce qu'ils se sont tous connectés en même temps. Et donc on a bien vu à ce moment-là qu'il y avait une rencontre entre le numérique et le physique, et qu'il ne s'agissait pas d'opposer les deux, mais finalement de ne pas minimiser le potentiel viral du numérique, de se dire que ça pouvait aller beaucoup plus vite et que le message pouvait avoir une ampleur beaucoup plus massive, mais que c'était peut-être pas suffisant et qu'on avait quand même besoin de se retrouver parce que y avait d'autres choses qui se jouaient en présentiel que ce qui pouvait se jouer sur les réseaux. En fait, dans l'imaginaire collectif, on se dit que les jeunes s'engagent, pas exclusivement, mais de façon importante sur les réseaux sociaux. Donc pour vous, ça, c'est un cliché? Ouais, pour moi c'est un cliché. Enfin, je dis pas qu'ils s'engagent pas sur les réseaux sociaux, mais c'est loin d'être suffisant et c'est loin d'être que ça. Et puis en fait, ça veut rien dire, en fait, encore une fois, parce que là, les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est potentiellement les textos d'il y a 20 ans ou les courriers bah, je regardais, je sais pas si vous avez vu la série Mrs. America. J'ai pas regardé. Bah, bon, c'est intéressant parce que c'est sur une femme qui s'appelle Phyllis Schlafly, qui Ouais. est une conservatrice américaine, voilà, dans les années 60, ouais, c'est ça, et qui va s'opposer aux féministes à l'époque pour lutter contre l'amendement. En fait, il y avait l'idée d'inscrire dans la Constitution américaine un amendement qui garantissait l'égalité des sexes de manière absolue. Mmh. Alors, ça a fini par être ratifié là récemment, mais c'est il y a 2-3 ans. Donc, vous voyez. Donc, elle, en fait, elle s'est opposée à ça. Donc, elle a combattu les féministes, etc. à l'époque. Comment elle faisait? Elle était chez elle et elle avait ce qu'elle appelait son espèce de revue. Et donc, tous les mois ou tous les 2 mois, elle envoyait un courrier où elle faisait une analyse de la situation politique autour d'elle à tout son réseau de mères au foyer, en gros, pour combattre, ben, là, en l'occurrence, cet amendement-là. Mais finalement, son courrier à elle des années 50, les textos de mobilisation des années 90 ou 2000 et les réseaux sociaux d'aujourd'hui, est-ce que ça reste pas avant tout un outil? Mmh. Moi, c'est un peu ça que je me dis. Mmh. Alors, le potentiel de l'outil d'aujourd'hui est bien plus important que le potentiel de l'outil d'hier, ça je ne nie pas. Mais je pense que c'est pas. Enfin, moi, je le lirais pas comme ça en tout cas. Est-ce que le discours qui consiste à dire que les jeunes ne sont pas engagés, est-ce qu'il est toujours d'actualité, en fait, dans les esprits? Je pense qu'il le sera un peu toujours. Mais je pense que. Enfin, je pense ce sera toujours un peu facile de critiquer les jeunes.
Mais ça, c'est ce que je vous disais au départ, c'est parce que c'est une catégorie sociale mouvante par laquelle on est tous passés ou on passera tous à un moment. Et si on regarde, enfin, voilà, c'est ancestral. Si on regarde les écrits de Platon qui retransmet les discours de Socrate à l'époque, il y avait comment dire, une critique vis-à-vis des jeunes qui respectaient sans doute moins l'autorité, l'ordre public, etc. Ou si vous regardez la biographie de Stefan Zweig, qui date de la fin du 19e siècle, que je ne dis pas d'ici, oui, voilà, il était adolescent à la fin du 19e siècle, qu'est-ce qu'on dit des jeunes à l'époque? Qu'ils sont désobéissants, qui ne respectent pas la chose publique, etc. Enfin, ça, en fait, ça a toujours été, on a toujours entendu des discours comme ça. Et donc, moi, pendant longtemps, ça m'indignait. Et plus le temps passe, et plus je me dis que finalement, c'est pas forcément grave, que c'est peut-être aussi important dans la construction sociale et dans la construction de soi, d'avoir un moment où cette catégorie sociale, elle se réunit pour porter un message, pour porter des valeurs, pour porter des causes, etc. Sachant qu'être jeune, il n'y a pas une seule manière d'être jeune, et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est tous d'accord. Hein. C'est pas un critère suffisant pour porter un seul message. Mais bon, Message. mais est-ce que finalement, c'est pas bien aussi de se retrouver à un moment entre pairs pour faire des choses, prendre des responsabilités, etc., pour se réaliser et puis après, voilà, de basculer dans une autre catégorie sociale quand on commence un peu à vieillir et quand on commence je sais pas, enfin, faire d'autres choses. Donc, est-ce que c'est pas nécessaire? Et est-ce que surtout, c'est pas nécessaire à la société en général de pouvoir s'opposer en disant, bah, si les jeunes sont irrespectueux de la chose publique, et si moi je ne suis pas jeune, ça veut dire que je respecte la chose publique. Et donc du coup, je me construis toujours en opposition à cette catégorie-là. Et je le fais de manière un peu simple et sans forcément beaucoup de conséquences parce que, encore une fois, je me permets de dire des choses sur une catégorie dont la composition est en permanence en train d'évoluer. Mmh. Et il y a un professeur de sciences, économiques et sociales, SES, qui s'appelle, Philippe Watrelot, qui parle même de jeunophobie. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Ouais, non, je pense pas. Après, enfin, ça veut tout et rien dire, en fait, je Mmh. pense. Enfin, je pense que ça veut tout et rien dire. Enfin, je pense que ça nous échappe vite. Pour le coup, les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui apparaissent, il y a plein de nouveaux codes qui apparaissent, il y a des mots qui apparaissent, un nouveau vocabulaire. Et voilà, et ça, c'est quand même très marqué euh, en termes d'âge. Et Mmh. donc, du coup, forcément, il y a des moments où ça nous échappe, où on ne sait pas de quoi il s'agit, où il y a des expressions qu'on ne comprend pas, ou des sujets qu'on ne comprend pas, ou des outils qu'on ne comprend pas. Enfin, Snapchat, par exemple, je crois que c'est ça, hein, ouais, c'est ça, Snapchat. Oui, non, mais parce que je suis un peu à la masse, moi aussi, de ces trucs-là, mais bon. Mais c'est pas grave, enfin, moi, je me dis, c'est comme ça, en fait. Moi, j'utilisais des outils à une époque que les gens plus âgés que moi comprenaient pas, et c'est pas très Mmh. grave. Je pense pas que ce soit de la genophobie. Pour revenir à cette, représentation des jeunes dans les mouvements sociaux, on l'a vu dans l'actualité, ils sont dans les manifestations, pour, les questions liées au climat, contre les violences policières, contre le racisme, contre le sexisme. En fait, est-ce qu'ils sont partout les jeunes? Ben, comme tout le monde, en fait. Parce qu'après, pour le coup, vous avez des jeunes de droite, vous avez des jeunes de gauche, vous avez des jeunes progressistes, vous avez des jeunes conservateurs, vous avez des jeunes écolos, vous avez des jeunes moi, écolos, vous avez des jeunes capitalistes et des jeunes anticapitalistes. Ça, enfin, ils sont partout comme tout le monde est partout. Ça, je pense que c'est quand même important de se dire que être jeune, c'est pas le seul critère pour rassembler des gens autour de valeurs. C'est pas commun. Enfin, ça reste des individus, ça reste des individus complexes qui sont pas seulement jeunes. Mmh. Et donc, du coup, ils sont partout comme tout le monde, je pense. Mmh. Parce qu'ils ont le droit Après, d'avoir des convictions. bah, bien sûr. Après, c'est juste que c'est les formes d'engagement d'aujourd'hui qui sont intéressantes. Et là, ça rejoint ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est que on n'a plus le temps d'attendre en fait. C'est ça, il faut que ça change. C'est maintenant qu'il faut que ça change. Enfin voilà, la question de l'urgence climatique, c'est une urgence climatique. C'est aujourd'hui en fait. On n'a pas le temps d'attendre 2050. On n'a pas le temps d'attendre que des politiciens ou des institutions décident que ça y est, c'est le moment d'abolir le plastique pour 2030. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est maintenant en fait. Et c'est là, c'est la question de l'immédiateté, de Mmh. l'urgence, de solutions rapides et immédiates qui fait que c'est un peu différent en termes de génération. Cette dynamique, de quête de sens, de vouloir trouver du sens, dans ce qu'on fait, est-ce que c'est une volonté qui est nouvelle chez les jeunes ou est-ce que ça a toujours existé? Enfin, j'ai l'impression que, les jeunes, enfin, c'est un peu bizarre de dire les jeunes, c'est très cliché, mais faut les nommer. Faut les nommer, ouais. Ouais, faut les nommer. Hem,
ils ont besoin de trouver du sens dans toutes les actions qu'ils mènent. Bien manger, bien respirer, bien s'informer. Est-ce que c'est Ouais, nouveau? alors, c'est pas forcément nouveau, sauf que ce qui était un peu différent avant, je pense, et encore une fois, c'est un peu un raccourci, mais c'est que le sens ne se trouvait pas forcément partout. On pouvait, par exemple, dissocier très nettement son boulot, son métier, de son engagement. Où on Mmh. pouvait se dire que, bah voilà, on avait un job alimentaire qui nous permettait de vivre, en fait, et puis en dehors de ça, on pouvait défendre une cause, etc., etc. Ou on pouvait trouver à l'inverse la défense d'une cause dans l'espace public qui n'allait pas s'appliquer à l'espace privé. Ce qui est assez marquant aujourd'hui, mais c'est pas forcément que chez les jeunes en fait, hein, pour le coup, mais ce qui est enfin, en tout cas Mmh. ce qui est assez marquant aujourd'hui, c'est parce qu'en fait on le disait déjà pour les jeunes engagés dans les années 90, 2000, 2010, qui sont plus si jeunes que ça aujourd'hui, et enfin qui sont de moins en moins jeunes, disons. C'est l'articulation des sphères et l'articulation des identités. Je m'explique. En gros, je veux trouver du sens, mais donc du coup, je veux trouver du sens partout. Ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par un job qui m'épanouit, dans lequel j'ai l'impression d'être utile. Ça, c'est un des premiers éléments. Ça va se traduire par un mode de vie. Il ne s'agit pas de dire sur les réseaux sociaux qu'il faut qu'on agisse rapidement pour le climat et en même temps de commander plein de trucs sur Amazon. Enfin, vous voyez, donc du coup, c'est son mode de vie qui va aussi changer. Voilà, consommer local, se déplacer à vélo, faire attention à consommer moins, enfin, être plus responsable dans sa manière de se déplacer, etc., etc. Donc, du coup, il y a cette articulation-là. Et après, ça va aussi se traduire dans les espaces, comment dire, amicaux ou amoureux. C'est que finalement, mais ça a toujours été un peu le cas, c'est qu'on va on se met à fréquenter des gens qui sont un peu comme nous et qui ont un peu les Mmh. mêmes valeurs que nous. Et donc, du coup, eh ben, ça va occuper un peu tous les espaces professionnels, les espaces sociaux, de sociabilité, et aussi le mode de vie, les choix de consommation, la manière dont on veut vivre, le fait qu'on se déplace autrement, qu'on réfléchisse, etc. etc. En fait, c'est un peu ça la différence, je pense. Mais quel a été ce déclic, en fait, qui a permis de repenser, toutes ces formes d'action liées, au sens, en fait? Moi, je pense, mais là, c'est vraiment une intuition, mais enfin, en tout cas, je le lis un peu comme ça pour moi. Moi, je suis devenue étudiante en 2007. Et donc, juste après, il y a eu la crise économique en 2008. Et donc, du coup, c'était au tout début de mes études. Ça doit faire peut-être un peu la même chose pour les jeunes étudiants pour le Covid aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, je me souviens que ceux qui avaient quelques années de plus que moi à l'époque et qui devaient rentrer sur le marché du travail, à qui on avait promis des salaires très importants parce qu'ils avaient fait des études, à qui on avait dit que ça serait simple, etc., bah, finalement, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué, avec Mmh. des salaires beaucoup moins importants, avec une difficulté à s'insérer sur le marché de l'emploi, malgré le fait d'avoir coché toutes les cases. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et Mmh. donc, en fait, je crois que du coup, je ne sais pas si ça date de là, mais en tout cas, je pense que pour cette génération-là, il y a eu un moment où voilà, bah, en fait, pourquoi on fait tout ça? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je réussis bien à l'école? Pourquoi est-ce que je fais des stages, je trouve des jobs l'été, machin, pour remplir les cases, pour avoir les expériences qu'on me demande alors que j'ai jamais travaillé, enfin voilà, pourquoi je fais tout ça si à la fin, eh ben, l'éducation ne tient pas les promesses qu'elle m'a faites? Et donc Mmh. je pense que du coup, ça a un peu tout réinterrogé. Alors il y a eu ça, puis après il y a eu aussi le rapport au travail qui a beaucoup changé. Ça, c'est très important. C'est même encore en train de changer, mais du coup, il y a eu le fait que de plus en plus de jeunes accèdent à l'enseignement supérieur, que du coup, de plus en plus de jeunes puissent avoir le sentiment de faire un choix, en tout cas d'avoir un choix professionnel que leurs parents n'avaient pas. Et donc, du coup, ça c'est aussi traduit par ça se traduit par une volonté d'avoir du sens. C'est pas juste un job alimentaire qu'on veut, c'est pouvoir travailler et ressortir épanoui du travail qu'on occupe. Donc du coup, trouver du sens dans un cadre bien défini, de sorte à ne pas laisser aspirer toute son identité par le monde professionnel. Mais finalement, est-ce que les jeunes ont espoir? Ou ils sont, dans une dynamique qui est fataliste et ils se disent: «De toute façon, c'est compliqué»? Bah, j'en sais rien. Après, je me dis que s'ils ont pas d'espoir, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font? Enfin, pourquoi est-ce qu'on agit pour le climat? Pourquoi est-ce on manifeste, pour plus d'égalité, contre le racisme, contre les discriminations, et cetera, si jamais on n'a pas un peu l'espoir que ça change? Je Mmh. pense qu'il y a ça. Après, il faut quand même aussi se dire que,
certes, la génération, enfin les plus jeunes aujourd'hui, ils vont devenir adultes avec une sacrée dette, alors économique, mais aussi Mmh. écologique et sociale, etc. Mais après, ils vont aussi, eux, être en responsabilité à un moment. Et donc, du coup, encore une fois, c'est mouvant. Mmh. Je pense que c'est ça qui est important. Donc, je ne sais pas s'ils n'ont pas d'espoir. Ça, j'en sais rien. Je ne pourrais pas vous dire. Après, je pense qu'ils n'ont pas envie d'attendre 20 ans. Ils n'ont pas envie. Je pense que c'est ça c'était. Enfin, je réfléchis en parlant, mais c'est peut-être ça une des grandes différences. Ils n'ont pas envie d'attendre de monter tous les échelons professionnels pour avoir un job qui a du sens et donc du coup ils n'ont pas envie de sacrifier une partie de leur vie privée pour monter tous ces échelons là. En fait il faut que ce soit maintenant. Ils n'ont pas forcément envie de gagner beaucoup d'argent parce que finalement ils veulent consommer autrement, donc ils n'ont pas besoin d'autant d'argent. Vous voyez, et donc en fait tout est en train de se recomposer. Et alors je fais des raccourcis parce que je pense qu'il y a des jeunes qui ont envie de gagner plein d'argent et qui sont très contents d'aller consommer, et c'est très bien. Enfin moi je suis pas là pour juger, mais c'est juste parmi les jeunes que je peux fréquenter, en tout cas je sais pas si c'est ce type de jeunes-là qui regardent, enfin qui nous suit, mais voilà, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important de le lire sous le prisme du temps. On veut s'épanouir, on veut changer des choses, il faut que ça se passe maintenant. Je veux m'épanouir maintenant, j'ai pas envie de sacrifier 10 ans de ma vie pour m'épanouir. Et donc m'épanouir maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux un job qui a du sens, je veux fréquenter des gens que j'apprécie, je veux que mes valeurs soient, que mes modes d'action soient cohérents avec les valeurs que je porte, maintenant, pas dans 10 ans. Et donc, du coup, je réfléchis, est-ce que quand j'achète ça, c'est un acte civique ou pas? Est-ce que manifester à tel moment, c'est pertinent? Est-ce que telle cause, est-ce que j'ai envie de la défendre? Etc. Et est-ce que je peux le faire seul? Est-ce que je dois le faire de manière collective, ou est-ce que je peux le faire de manière individuelle? Est-ce que... voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est la question du temps qui change, je Mmh. pense. Et peut-être pour conclure, est-ce que vous pensez qu'il faut, mettre à jour le concept, la définition de l'engagement? Alors, je pense qu'on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur ce que c'était de s'engager. Donc, je pense qu'on ne peut pas le mettre à jour. Après, moi, je pense que ça, c'est pas très grave, hein, parce Mmh. il faut que ça reste un mot un peu hybride qui inclut plein de choses différentes, parce que l'engagement, ça inclut plein de choses différentes. Et Mmh. que, alors voilà, c'est pareil, il y a c'est politique, hein, c'est une décision politique, la définition qu'on veut mettre derrière l'engagement. Mais s'engager, ça peut être c'est indigner par des mots ou par des actes, c'est défendre des causes par des mots ou par des actes, c'est partager un plaisir, une passion. Voilà, quand vous avez je sais pas moi, des jeunes engagés qui décident d'organiser un festival de musique, alors vous allez me dire, c'est quoi l'indignation derrière? C'est quoi la cause? Je ne sais pas. En fait, peu importe, mais c'est partager une passion avec d'autres, c'est donner de son temps. C'est, je pense il y a quand même l'engagement, il y a quand même la dimension un peu d'intérêt général qui y a derrière. Et il y a une forme de dimension collective. On ne s'engage pas tout seul pour soi-même. Mmh. Moi, je pense que c'est ça qui compte. C'est peut-être ça qui fait un peu, qui se retrouve à chaque fois partout. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'engage pas aussi pour soi, parce que je pense qu'il faut arrêter avec les visions un peu cœur-cœur-love de l'engagement. On ne s'engage pas que pour les autres, on s'engage aussi pour soi, et c'est pas grave, c'est très bien, peu importe pourquoi on s'engage. Mais la finalité, c'est qu'il y a toujours un peu une dimension collective à l'engagement. Très belle Donc voilà. conclusion. Parfait.